Le menu de regard croisé de ce soir, le Niger, on va parler du dossier de surfacturation dans l'armée. 5 semaines de prison requis contre une journaliste. Nous irons aussi au Mali, au niveau de la commission de défense, la commission parlementaire de défense. Le fils du président a rendu le tablier. La RDC, des milliers de manifestants qui défient l'interdiction de marcher. Puis au Togo, les avocats d'Agbeome Kodjo ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour la suite de leur dossier. Voilà le menu de ce soir avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, David Djagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Firmin et bonsoir aux téléspectateurs. On commence tout de suite avec le Niger. La justice nigérienne a requis mardi 5 semaines de prison contre Samira Sabou, une journaliste blogueuse nigérienne écrouée le 10 juin et accusée de diffamation dans ses publications sur l'affaire de surfacturation d'achat d'équipements militaires. C'est ce qu'on a appris mercredi auprès de ses proches. À l'issue du procès qui a eu lieu ce mardi, le procureur a requis 1 mois et demi, 1 semaine de prison ferme et une amende de 1 million de francs CFA contre notre camarade Samira Sabou, a indiqué Maman Kaka Touda, un responsable de l'ONG Alternative Espace Citoyen qui a assisté au procès. C'est David Djagbavi, c'est curieux, Samira Sabou, d'après ce que dit son avocate, elle a fait un tweet et après il y a eu quelqu'un qui a commenté le tweet et finalement on la condamne parce que celui qui a commenté le tweet a nommément accusé le fils de Mamadou Issoufou, alors qu'elle-même, dans son tweet, selon l'avocate, elle n'a jamais désigné le fils du président. Oui, c'est le triste constat qui a été fait. Malheureusement, encore une fois, la presse africaine ou les journalistes africains sont maintenus dans un système qui leur fait porter le fardeau de ce que le gouvernement ou les gouvernements veulent leur faire porter comme responsabilité. On se rappelle du cas de notre confrère Ignace Ossou au Bénin. Et cette fois-ci, c'est notre consoeur au Niger qui a été passé en jugement dernièrement et qui a été condamné à passer 5 semaines en prison et à payer une amende au fils du président actuel. C'est malheureux parce que ce que la consoeur a révélé était connu du gouvernement nigérien. On se rappelle très bien de l'investissement personnel du président Issoufou dans le dossier de détournement d'argent, dans l'achat de matériel militaire. Et on a vu un peu aussi le tollé que la découverte de ces milliards de francs détournés avait créé au Niger. Et donc la consoeur qui n'a fait que son travail de journaliste s'est retrouvée devant les juges parce que un de ses abonnés aurait nommé le fils du président comme étant concerné par cette affaire de détournement. Et malheureusement, au lieu que la justice nigérienne fasse un procès équitable pour plutôt aller vers un jugement contre l'auteur de ce message réponse au tweet de la consoeur, c'est plutôt la consoeur qui a été visée. Ça prouve que elle constitue un problème ou alors elle dérange et que ce dossier de détournement de milliards de francs CFA dans le budget mis à la disposition de l'armée nigérienne pour équiper justement cette armée dérange. Et donc aujourd'hui, on voit un peu Mamadou Issoufou, c'est vrai que il se glorifie d'être un démocrate et beaucoup le lui reconnaissent en tout cas. Malheureusement, la justice nigérienne est une justice selon eux-mêmes indépendante et le gouvernement n'a pas son mot à dire dans des dossiers qui sont traités par cette justice-là. Mais aujourd'hui, il faudra aussi reconnaître que notre consoeur, comme je le disais tout à l'heure, n'a fait que son travail. Ça a jeté une image négative sur la fin de mandat de Issoufou et aussi sur la liberté d'expression, la liberté de presse dans le pays, dans ce pays. Et malheureusement, c'est une consoeur qui s'est retrouvée devant les juges et ces juges ont peut-être pensé la condamner pour justement la faire taire et dire peut-être aux autres confrères là-bas que ce dossier sur le détournement des fonds
au sein de l'armée nigérienne est un dossier plus ou moins sensible. Mais ça interroge aussi la promptitude de nos justices sous les tropiques. La réaction est très rapide lorsque c'est des gens du pouvoir qui sont touchés. On laisse tomber le fond de l'affaire et on s'en prend à ce qui gravite autour finalement. Oui, c'est ça, en fait. Ça montre que c'est une situation qui est un peu manipulée. Surtout quand on voit que c'est le fils du président, Sani Mahamadou Issoufou. Donc, quand c'est le fils du président, on voit combien cette justice est instrumentalisée. Mais Samuel Niaoui, permettez que je vous fasse observer 3 petites choses. La première chose, c'est par rapport à ce qui se passe ces derniers mois en Afrique. Quand on voit le cas Ignace Sossou, donc, il est allé sur Internet au Bénin. Donc, il a juste replaqué les mots du procureur de la République. Et donc, cela lui a valu la prison. Quand on voit même l'affaire, regarde l'affaire que nous avons connue ici avec Firmin Tekou-Agbo et Jean-Pierre Pham, il y a quelqu'un qui a publié une information devant la presse, devant des journalistes. Et le journaliste, on dit que lui, il n'a fait que commenter. Et puis, on la signe en justice. Vous imaginez? Mais regardez un peu ce qui se passe avec notre consoeur Samira. Mais lui, il n'a nommé personne. Quelqu'un d'autre commente. Donc, vous voyez, c'est juste dire simplement qu'on s'en prend inutilement aux journalistes et on laisse même le fond de l'affaire, on s'en prend juste aux journalistes. Juste, c'est une manière de museler la presse. C'est la première chose. La deuxième chose aujourd'hui, ça paraît un peu bizarre parce que depuis 2010, il y a ce qu'on appelle la dépénalisation du délit de presse au Niger. Il y a la dépénalisation du délit de presse. On ne peut pas, pour des délits de presse, emprisonner un journaliste. Ça, ce n'est pas possible. C'est des choses que nous devons dénoncer avec véhémence. On se demande pourquoi la justice... C'est bizarre, les politiques. Pourquoi la justice se permet d'emprisonner un journaliste alors que nous sommes dans un pays où on parle de dépénalisation du délit de presse. C'est grave pour la liberté de presse. Il faut reconnaître qu'au-delà de tout... Au Niger, on viole la liberté de presse. Et il y a eu une année où des journalistes, des radios ont fermé, ou ont eu à faire des manifestations contre les violences policières que subissent les journalistes dans ce pays. Il y a eu, même RSF a dénoncé assez d'arrestations de journalistes dans ce pays. Au Niger, ce qui paraît étonnant, c'est que dans ce pays, on brandit cette jurisprudence d'attenance, mais au fond, on viole tellement la liberté de presse. C'est des choses que nous devons dénoncer avec véhémence. Moi, ma logique, elle est très simple. Que ce que le journaliste a fait soit faux, ou que ce que le journaliste a publié soit faux ou pas, du moment où c'est un journaliste, c'est un consoeur, c'est un confrère, on doit le protéger d'abord. Le fait d'amener les journalistes devant les tribunaux, c'est une manière de fragiliser la presse. Ça fragilise la presse. Les journalistes n'ont pas leur place devant les tribunaux. Les journalistes n'ont pas leur place dans les prisons. S'il y a des soucis, il faut qu'on cherche à régler ce problème devant les hautes autorités. Ici, on parle de la HAC. Au Niger, on parle de Conseil supérieur de la communication. Donc, s'il y a un souci, qu'on le règle devant les instances de régulation des médias, et non devant les tribunaux, et non dans les prisons. Ça sont des choses que nous devons dénoncer avec véhémence. Parce que c'est une manière de museler la presse, c'est une manière de fragiliser la presse. Parce que vous imaginez, la dame, elle est là, Samira Sabou, elle est là, elle va trouver de l'argent où? Pour payer son avocat, pour payer son conseil. C'est des choses que nous devons dénoncer. Quel que soit ce que le journaliste a publié, peu importe le contenu peut être, on peut régler ça devant nos hautes organisations là, et puis c'est fini. Donc il faut arrêter ces histoires-là qui consistent à traîner les journalistes devant les tribunaux. Alors il y a ce débat que pose Firmin sur le délit de presse. Vous savez, c'est un débat qui est difficile à cerner parce que quand un journaliste publie sur son compte Twitter ou Facebook, c'est pas un support de presse. Est-ce qu'on peut inscrire ça dans un délit de presse? Le délit de presse se constate dans le contenu de l'information qui est publiée, quel que soit le média sur lequel vous publiez votre information. Même si c'est une interview que vous accordez à un média, c'est le contenu qui compose le délit. Mais dans le cas de Samira, c'est triste parce que dans ce qu'elle a dit, dans ce qui a été publié sur son compte Twitter, il n'y a rien qui s'attaque au fils du président. Et
l'information de détournement d'argent au sein de l'armée nigérienne est connue. C'est un dossier, c'est un sujet qui est connu, qui est su de tout le monde aujourd'hui. Et ce qui paraît banal, c'est que les concernés, ceux qui ont été reconnus coupables, parce qu'il y a eu un jugement, il y a eu des noms qui ont été cités, ceux qui ont été reconnus coupables dans le détournement ne sont pas inquiétés. Il leur est même proposé des conditions de remboursement de ces fonds qui ont été détournés. Mais c'est quand même assez absurde que on laisse de côté les détourneurs, les voleurs, qui sont dénoncés par un journaliste ou une consoeur au Niger, et qu'on attaque cette journaliste et qu'on la traîne devant la justice pour la faire passer en jugement, la condamner et l'emprisonner parce que un de ses abonnés a notifié le nom du fils du président nigérien. Mais c'est grave. C'est quand même assez absurde. C'est une manière de mesurer la presse, de fragiliser la presse. Alors, quel est l'objectif qui est visé par la justice nigérienne en posant un acte pareil? Est-ce qu'elle a eu tort d'avoir dit ou d'avoir mis quelque chose sur la place publique? Mais le tweet, ça ne pose pas de problème. Si vous arrivez au Niger aujourd'hui, vous demandez à tout Nigérien ce qui se passe dans l'armée nigérienne, on vous dira qu'il y a des sous qui ont été détournés. Le président Issoufou même avait tapé du poing sur la table. Je me rappelle qu'un communiqué du gouvernement avait été rendu public pour dénoncer d'abord ce détournement et prévenir les concernés. Et un jugement avait été mis, enfin, la justice s'est saisie de l'affaire et des procès ont été faits. On a trouvé des noms de ces voleurs. Ces noms sont là. La justice, au lieu de faire appliquer la loi en disant vous avez été reconnu coupable, vous êtes condamnable, vous allez être emprisonné, mais vous allez rembourser les sous que vous avez détournés. Non, la justice nigérienne dit non, messieurs, vous avez volé, on a vu. Bon, maintenant, on va vous proposer des conditions de remboursement des milliards que vous avez volés. Et un journaliste ou une journaliste qui écrit sur ça, vous la mettez en prison. Mais c'est quand même difficile. Alors, ce qu'elle a écrit, c'est qu'elle a fait un tweet où elle accusait un homme d'affaires nigérien, sans le nommer, de capter les marchés du ministère de la Défense au nom du fils du patron. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui est venu commenter en disant que c'est le fils du patron, c'est Sani Mamadou Issoufou. Et donc, on dit, bon, c'est vous qui avez fait le tweet qui a... C'est tellement grave. C'est gravissime ce qui se passe. On ne comprend pas. Donc, on n'a plus ce droit de tweeter, d'utiliser le numérique pour faire ce que nous faisons. On n'a plus ce droit-là. Vous allez sur Facebook, vous allez peut-être sur WhatsApp. Mais c'est ça aussi le débat. C'est-à-dire, quand vous, journalistes, vous publiez sur Facebook, est-ce qu'on peut considérer que c'est un délit de presse si l'information diffame ou si elle est fausse? Oui, peut-être. C'est ce que David a dit il y a un instant en parlant du contenu. Du moment où, tout d'abord, il y a votre posture de journaliste qui est là. C'est ça. Et donc, qui dérange. Qui dérange. Et donc, vous mêlez... vous parlez. Moi, je connais des hommes politiques, par exemple, qui font des publications sur leur page Facebook ou compte Twitter. Quand on les interpelle, ils disent non, ce n'est pas l'homme politique qui l'a fait, c'est le citoyen tel qu'il l'a fait. Non, mais avec nous, on ne peut pas parce que... Oui, justement, le journaliste a un support pour s'exprimer. Alors, si vous vous exprimez en dehors de ce support reconnu comme étant un média enregistré à la RAC, je ne sais pas où, et que vous le faites sur les réseaux sociaux qui ne sont pas des supports reconnus, est-ce qu'on peut vous opposer le code de la presse? Oui, on peut parce que du moment où on parle de... Les réseaux sociaux, on les appelle un nouveau média. Oui, mais ça n'a pas un caractère. Oui, mais c'est l'Internet. Le problème, tout d'abord, c'est notre posture. C'est que nous sommes journalistes. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous publions, doit être pris au sérieux. Vous imaginez, quand sur votre page Facebook, on dit ça, mais vous dites quelque chose, vous publiez une information, mais tout le monde va chercher à la lire. Peu importe le contenu, on dira que c'est vrai, du moins, c'est Samuel Niaoui qui l'a publié. Donc, on prend cela au sérieux. Encore que si cette information la dérange, mais attendez, on va vous poursuivre. C'est ça. Donc, le débat est là, du moment où on utilise les réseaux sociaux
dans ce que nous faisons, par exemple, dans nos rédactions, vous parcourez les tweets des chefs d'État. De ça, ce sont des choses qui sont prises au sérieux. On parcourt les tweets des chefs d'État. Par exemple, Fonya Singbe, il tweet régulièrement les hommes politiques togolais, les hommes politiques du monde, tweet régulièrement. Donc, c'est des choses qui sont sérieuses. Mais si c'est un journaliste aussi qui publie un truc comme ça, on le prendra au sérieux. Donc, si je pense, c'est ça, en fait. Mais ce que nous dénonçons, c'est ça. C'est ce que moi je voudrais dénoncer. Qu'on laisse les journalistes tranquilles et qu'on évite de traîner les journalistes devant les tribunaux. Qu'on évite de museler la presse à chaque fois. C'est pas bien. Par exemple, au Togo, avec ce que nous sommes en train de vivre avec les 500 milliards, le 12, il y aura encore un procès. C'est des choses. Moi, je voudrais pas connaître le contenu, mais qu'on arrête de traîner les journalistes devant les tribunaux. Il y a la RAC, il y a des hautes autorités qui s'occupent de la régulation des médias. Ouais. Et puis, il faut reconnaître, et c'est ça qui pose problème, quel est le rôle des organisations de presse au Niger, en particulier et en Afrique en général. Vous voyez un peu comment les organisations de presse à l'international réagissent lorsqu'un journaliste est mis en prison. Alors, si les mêmes organisations que nous avons au Togo existent au Niger, je pense que le problème aurait pu être débattu au sein de ces instances. Au Togo, on a l'Observatoire togolais des médias, on a le Conseil national des patrons de presse. En tout cas, on a des instances de régulation au sein desquelles ces problèmes peuvent être discutés. Et c'est quand il y aura pas d'accord ou d'entente mutuelle que le problème peut être déversé au niveau de leur Conseil national de la communication. Une journaliste qui publie un tweet sur sa page, et ce dossier a été récupéré par l'institution qui devait porter une défense à l'endroit des journalistes au Niger, et ça commence à faire peur. Et la question de la liberté de presse, la question de la liberté d'expression doit être contenue dans des combats que nous devons mener tous les jours. Et pour le cas du Niger précisément, je pense que le président Issoufou aurait pu, avec son rang de président de la République, aurait pu accepter de prendre ce dossier après le corps, même si c'est le nom de son fils qui a été cité par un abonné de notre consoeur, aurait pu s'occuper de ce dossier pour voir clair. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu un peu ce qui se passe, on en parlera peut-être dans la deuxième partie avec ce qui se passe au Mali, avec le fils de Ibeka. C'est ça le problème en Afrique. Quand vous êtes président, vous vous arrangez pour mettre un de vos fils dans les affaires publiques. Le Gabon en a fait, le Mali en a fait. Vous ne verrez jamais un président français, un président, je ne sais pas, américain, prendre son fils comme conseiller ou alors lui confier une grande responsabilité dans son entourage direct, même si... Peut-être qu'ils n'ont pas la compétence. Curieusement, ici, on en trouve. D'accord, on va aller à la pause et on revient après continuer.